Bienvenue sur Radio Shadow Moses. Vous écoutez le indigne de Metal Gear Solid. The best is yet to come. Ne pleurez pas, merci. Indeed. What's a Russian gunship doing here? Wow, he must be crazy to fly Hind in this kind of weather. Who's that? Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. Désolé de casser l'ambiance, mais bonjour à tous, c'est Hooper. Et donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo consacrée à Metal Gear Solid 4. Comme dirait ce bon vieux Liquid. Alors une vidéo assez particulière, vous allez vous en apercevoir. Car pour une fois, je ne vais pas la commenter en direct live, et non. Histoire de vous montrer un maximum d'éléments du jeu, différents environnements, des séquences de gameplay, des cutscenes, etc. Ouais, parce que MGS4 est très éclectique comme jeu, contrairement à ses prédécesseurs, j'ai envie de dire. Mais ça, on y reviendra plus tard avec les différents chapitres du jeu. Alors, juste avant de commencer, je le redis une dernière fois, beaucoup de spoil dans cette vidéo, il y aura beaucoup de spoilers dans cette vidéo. Alors maintenant, vous êtes avertis, je n'accepterai aucune réclamation d'aucune sorte, mesdames et messieurs, attention. Alors que là on peut voir un magnifique plan du visage de Snake, que l'on peut voir ici, avec des petits effets visuels bien sympas. Regardez-moi ça, les particules de glace là qui se posent sur la moustache et sur le Solid Eyes. Toujours ce souci du détail propre à la série. Malheureusement, s'il reste toujours aussi charismatique qu'avant notre Snake, et même plus encore j'ai envie de dire, dans cet épisode, il fait un peu peine à voir. Moi, il y a plusieurs séquences dans le jeu, dont celle que vous voyez actuellement, là, quand Naomi se rend compte de l'état du corps de Snake, qui sont vraiment très poignants, ça fait mal au cœur, ça rend vraiment très triste. Moi, j'étais vraiment au bord des larmes quand j'ai vu certaines scènes. Parce que, comme vous le savez, il est très malade, il est atteint d'une sorte de vieillissement accéléré, et au fur et à mesure de l'avancée du scénario, il nous paraîtra de plus en plus malade, n'arrêtant pas de tousser, de grogner, de tomber par terre. Ça fait vraiment mal au cœur. Moi, j'ai vu ça très triste. Et donc il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Et c'est difficile de devoir assister impuissant au calvaire de Snake de cette façon dans le jeu. Alors mis à part Snake, il y a évidemment toute une tripotée de persos secondaires. Il y a eu du recyclage, beaucoup trop à mon goût. C'est-à-dire énormément de protagonistes issus des 3 premiers MGS font leur comeback, comme ici avec Vamp, vous voyez. Un perso que je n'ai jamais vraiment apprécié, que ce soit dans MGS 2 ou 4. Enfin, au moins on apprendra enfin pourquoi il a cet aspect draculéen. Le colonel Roy Campbell, qui ne sert absolument à rien du tout dans l'histoire, même dans le jeu. Otacon, bien sûr, qui est le personnage que l'on verra le plus souvent dans les cutscenes, mais aussi sur le codec. Codec qui d'ailleurs a été mis au second plan dans ce MGS 4. C'est un peu dommage, on a l'impression qu'il n'est là que pour faire plaisir aux fans et finalement les conversations avec lui se feront très rares. Petite déception à ce niveau-là. Ah ouais, là je confirme, il veut pas mourir dans MGS 4. Alors vous ne l'avez peut-être pas reconnu, mais il s'agit bien de Raiden de MGS 2, méconnaissable là avec son nouvel exosquelette, il a bien changé. C'est un peu le nouveau Grey Fox, Ninja 2.0. Alors, je trouve ce perso un peu en demi-teinte. Autant il a un design très réussi avec son exosquelette soigné à la perfection, autant le fait qu'il revienne sans cesse dans l'histoire, alors qu'il aurait dû mourir chaque fois qu'on le voit à l'écran, ou presque. J'ai trouvé ça un peu too much, voire ridicule parfois. Bon, heureusement, les chorégraphies des différents combats ont toujours une mise en scène très bien foutue. Donc la pilule passe très bien. Could you be the one to finally finish me? Donc là vous pouvez voir l'une des scènes du jeu justement qui pour moi a été complètement ratée. Donc ça se passe toujours avec Raiden. C'est la fameuse scène où le Outer Heaven, vous le voyez là, est en train de foncer dans le quai pour essayer de tuer Snake. Et Raiden arrive, au préalable il s'était quand même démembré le bras droit, et donc il arrive pour arrêter le Outer Heaven à lui seul, par la seule force de son dos et de son bras gauche.
Voilà, ça franchement, je trouvais ça à la fois ridicule, nanardesque, inutile, et en plus c'est pas très bien fait. Donc voilà, un peu, je trouvais sur cette scène ratée, tout simplement. Ensuite, nous avons le docteur Naomi Hunter. Elle fait partie des persos qui seront très impliqués dans le scénario de ce MGS4. Eva, perso rescapé de MGS3. On apprendra qu'elle est la mère de Snake et de Liquid. Eh oui, mon bon vieux Snake. Meryl, 10 ans après le premier MGS, fait plaisir de la revoir. En plus, c'est un personnage plutôt réussi, qui a été bien étudié, bien travaillé, ce qui est loin d'être le cas, je peux vous le dire, de tous les protagonistes du jeu, comme par exemple là, avec le Black, ou avec son pote Turok, qui doit avoir une ligne de texte de dialogue sur tout le jeu. Et là, on peut voir le 4e et dernier membre de l'équipe de Meryl, Akiba ou Johnny. Alors encore un perso que je n'ai vraiment pas aimé dans ce MGS4. Décidément, il y en a beaucoup. C'est un peu le Jar Jar Binks du jeu. Alors ce qu'il faut savoir sur lui déjà, Johnny, c'est un personnage très connu de l'univers des MGS. Mais jusque là, il n'avait qu'un simple rôle de figurant dans la série. Vous vous souvenez par exemple dans MGS1, c'était le garde qui devait garder la cellule de Meryl, puis celle de Snake après. Dans MGS2, il avait un petit peu le même rôle. Dans MGS3, il me semble qu'on rencontre son père ou son grand-père, je sais plus. D'ailleurs, il nous explique, si je me souviens bien, que tous les membres de sa famille portent le même prénom que lui, c'est-à-dire Johnny. Donc voilà, beaucoup de clins d'œil, mais jusque-là, c'était toujours un rôle de seconde zone, j'ai envie de dire. Alors que là, dans MGS4, Kojima a décidé de lui mettre un véritable rôle. Il sera impliqué dans le scénario, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Non, parce que franchement, les blagues pipi caca, ça va bien 2 minutes. Mais même ça, ce n'est rien comparé à ce que l'on pourra voir vers la fin du jeu, notamment avec cette demande en mariage complètement à l'ouest à ce moment-là. C'est-à-dire pendant que Snake est en train de griller dans le four, Akiba demande en mariage Meryl juste à côté. Enfin, voilà, sur certaines scènes, j'ai quand même eu du mal à comprendre le fonctionnement de Hideo Kojima. Snake! What did you just do? Have you lost your mind? Oh no! What are we gonna do now, Snake? Alors en ce qui concerne les nouvelles têtes, il y en aura très peu finalement, hein, ça se compte sur les doigts d'une main. Là par exemple on voit Drebin, dont je vous avais déjà parlé dans ma première vidéo, le fameux marchand d'armes. On le rencontrera régulièrement dans les différents actes du jeu, il pourra plaire à certains. Personnellement, il me sort par les yeux ce personnage. Heureusement, son singe est toujours là pour relever le niveau. Get your ass back inside. Now. I have you. Alors, temps réel, image de synthèse ou film? Cette fameuse cuisson d'œuf au plat que l'on peut voir au début de chaque briefing par Sony. Moi je parierais plutôt pour l'image de synthèse, mais bon j'en sais rien. En tout cas c'est vachement bien fait. Donc comme nouveau personnage il y a également Sunny. Alors c'est la fille de Olga Gurlukovich, personnage de MGS2. On comprend pas trop ce qu'elle fait dans l'histoire, du moins au début. À la fin elle aura une implication un peu plus grande, mais bon, c'est encore un personnage où la psychologie n'a pas été trop développée, quoi. Elle est très introvertie, très timide. Mais même, elle aurait pu être un peu mieux finie. Personnage correct, sans plus, on va dire. Alors après, en ce qui concerne les boss, comment dire, il y a du bon et il y a du moins bon, forcément. Mais globalement, quand même, j'ai pas été déçu. Voilà, on peut dire que j'ai pas été déçu. En même temps, je n'en attendais pas énormément à ce niveau-là. Mais tout de même, pour ma part, on est quand même bien loin de MGS1, quoi, avec des boss comme Psycho Mantis, Grey Fox, j'en passe les meilleurs. Bon, les boss de MGS2, j'avais été vachement déçu à ce niveau-là à l'époque. De toute façon, MGS2, c'est un jeu que je n'avais déjà pas aimé. Hein. C'était le jeu que j'ai attendu pendant 2 ans. Quand je l'ai eu, ça a été pour moi la douche froide. Mais bon, je suis pas objectif. Hein. C'est un très bon jeu, mais moi, pour plusieurs raisons, il m'avait énervé au plus haut point.
Et MGS3 m'a un peu réconcilié avec la série. Donc, pour en revenir donc au boss de ce MGS4, le problème, si vous voulez, c'est l'intensité des phases qui n'est pas pour moi au niveau des anciens MGS, quoi. Mais surtout, le gros problème se situe au niveau du background et de la psychologie qui frise le néant. Là, c'est incroyable. Ils ne sont là, ou elles ne sont là plutôt, puisqu'il s'agit de femmes. Hein. Je parle bien sûr du groupe Beauty and the Beast, là, que moi, personnellement, je l'ai renommé Beauty and the Babe. Hein. Ceux qui ont fait le jeu comprendront. Ouais, et voilà. Elles ne sont là que pour faire office de boss. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre. Encore une fois, j'ai trouvé ça un peu dommage d'utiliser l'argument des boss seulement pour augmenter la durée de vie, tout en laissant tomber le côté scénaristique de la chose. Voilà. Moi, il me semble que ça aurait pu être intéressant d'avoir des boss avec une vraie histoire, avec quelque chose d'autre que les explications pompeuses de Drebin que l'on peut voir à la fin, à la mort de chaque boss. Puis, j'ai envie de dire que ce sont des explications un peu obligatoires, quoi. C'est-à-dire, ne serait-ce que pour que les joueurs aient un minimum d'explication du pourquoi, du comment. Voilà, ils ont été obligés de faire en sorte que Drebin, à la mort de chaque boss, ils nous expliquent leur histoire. Mais on a l'impression que cette histoire, que leur background a été écrit par un stagiaire de Konami à la dernière minute du développement du jeu. Moi je dis non, je suis pas d'accord. Je suis désolé, je dis non. Je n'ai pas compris pourquoi Konami n'ont pas plus travaillé leur boss. Le jeu a été développé pendant combien de temps? Je sais pas, 3 ans, 4 ans. 4 ans sûrement. Ils nous ont mis une histoire qui n'a ni queue ni tête, que Drebin nous explique en 2 minutes à la mort de chaque boss. Tout simplement inimaginable. Their will is the will of the battlefield. Alors puisque je vous parle des boss, j'en profite pour mettre l'accent sur un point, sur un autre aspect du jeu. Pas qui ne m'a pas plu, mais comment dire, que j'ai trouvé un peu bas de plafond, un peu limite, un peu facile. Donc il s'agit bien sûr de tout l'aspect érotique, tout l'aspect sexuel qui est omniprésent dans le jeu et que l'on pourra entreapercevoir au niveau bien évidemment des personnages féminins. Cela va de soi. Alors bien sûr c'est pas une nouveauté, hein. Comme vous le savez tous, c'était déjà le cas dans les précédents Metal Gear Solid, à commencer par le premier. Là je pense notamment par exemple aux fesses de Meryl et la fameuse réplique de Psycho Mantis. Mais elle est bien cette petite. Une des meilleures VF de l'histoire de la PlayStation, ça. Enfin bref, non, donc c'est pas ça qui me gêne. Moi je m'en fous complètement que la caméra nous fasse des plongeons vers le décolleté de Naomi par exemple, ou que son chemisier soit ouvert jusqu'au nombril. Non, franchement, je m'en fous complètement. Mais quand ça empiète sur le plaisir du joueur, là oui, là ça me gonfle. Et justement, ça a été le cas avec tous les boss des Beauty and the Babe. Là par exemple, ce qu'on peut voir à l'écran, c'est le premier boss du jeu, donc Locting Octopus. Très joli quand même, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc Locting Octopus, juste après que je lui ai enlevé son espèce d'armure, là, son exosquelette personnalisé. Et donc ensuite, elle nous dévoile sa véritable apparence, celle que vous voyez là. Et pendant plusieurs minutes, elle va se trémousser devant la caméra, pousser les petits cris. Les prises de vue seront parfois un peu borderline, mais bref. Vous le voyez bien là. Mais ce qui m'a vraiment gonflé, c'est que ce que vous voyez là, on va être obligé de se le retaper 3 autres fois durant le jeu. C'est vraiment ça qui m'a énervé. Si encore on avait eu ça seulement une fois, par exemple uniquement pour Locting Octopus, ça aurait été, c'est quand même bien fait. Bon, la fille est super mignonne, il faut bien le dire. C'est une bombe atomique tout simplement, hein. C'est mensuration parfaite et tout. Mais pour les 4 boss qui font partie du groupe de cette fille, donc les Beauty and the Beast Corps, on aura toujours les mêmes séquences. Voilà, les filles qui vont se dévêtir de leur armure, qui vont se trémousser devant nous pendant 5 minutes, en poussant des petits cris. Mais voilà, ça sera pareil à chaque fois. J'ai pas compris ça. Franchement, ça aurait dû être différent à chaque fois, mais non.
Kojima, il a décidé de nous faire le même coup pour tous les boss. Moi, je n'ai pas compris, je me suis emmerdé déjà au bout du deuxième boss, j'en avais marre. Je vous jure, j'ai posé la manette, je prenais un bouquin pendant que la fille faisait son show devant nous. J'ai envie de dire, j'ai trouvé ça un peu pathétique de la part de Kojima. Alors on en vient à l'un des points les plus importants du jeu, un point qui a été beaucoup critiqué, qui a fait couler beaucoup d'encre sur les sites des grands testeurs professionnels, entre guillemets. Donc c'est bien sûr l'IA, cette fameuse intelligence artificielle du jeu. Alors bon, je vais pas vous dire qu'elle est extraordinaire, qu'elle est mirifique, que c'est du jamais vu ou tout ce que vous voulez. Non, je suis d'accord avec eux quand même, il y a beaucoup d'incohérences, il y a beaucoup de bugs, par exemple... quand on se trouve en plein milieu d'un champ de bataille, et là je pense surtout à l'acte 2, où ça tire de partout, où les tirs fusent de tous les côtés entre les rebelles locaux et les SMP, eh bien les soldats ennemis vont attendre de voir Snake visuellement avant de se décider enfin d'appeler des renforts. Mais même pire que ça, et là on peut le voir sur la vidéo d'ailleurs, c'est-à-dire que je me trouve à 2 mètres de l'ennemi, et lui, il décide d'appeler des renforts plutôt que de m'abattre. Franchement, est-ce qu'il y a de la cohérence là-dedans? Non, évidemment que non. Donc voilà, ça c'est le genre de situation que l'on rencontrera régulièrement dans le jeu, surtout durant les 2 premiers actes. Bon, ceci dit, c'est pas non plus la fin des haricots, hein. L'IA n'est pas réaliste, vous l'avez compris, mais elle reste fun. C'est une IA qui a été créée pour le fun, pour le plaisir du joueur, et c'est tout de même le plus important. Alors un autre exemple, donc là on se retrouve dans l'acte 1, hein. Snake se faufile à travers les ruelles, hop, on se fait détecter, le mode alerte, par des résistants, donc par des rebelles locaux, on se fait tirer dessus. Ok, s'ils veulent, ça veut dire qu'on est en mauvais terme avec cette faction de rebelles locaux. Ok, même configuration, on refait le niveau, on est exactement dans la même configuration que tout à l'heure. Bon, cette fois-ci j'attends un petit peu que les 2 premiers rebelles qui m'ont détecté tout à l'heure se fassent avoir, se fassent tuer pour que je puisse continuer à avancer. Voilà, on essaye de contourner la rue principale pour ne pas avoir affaire aux patrouilles de SMP. On passe par les petites ruelles. Ah, on se fait une fois de plus détecter par les résistants, mais cette fois-ci, vous avez vu, ils ne nous tirent pas dessus. Question, pourquoi? Un peu facile, hein. Alors ça, c'est un autre point que je voulais évoquer dans le jeu. C'est le fait qu'à partir du moment où dans le jeu on récupérera un fusil sniper, eh bien on sera un demi-dieu. Il deviendra très difficile franchement de mourir au combat si on fait un tant soit peu attention. Et si on utilise comme ici le Solid Eyes avec la vision nocturne, là franchement on est limite en God mode quoi. C'est-à-dire que, si vous voulez, le système de jeu a été fait de telle sorte que quand on a un sniper, on est presque invincible. Vous voyez là-bas par exemple le mec, il passe, il ne me voit pas, hop, headshot. C'est fini. Voilà. Et en plus, quand on a, comme je vous dis, la vision nocturne, les gardes, on les voit à 300 mètres. Donc, là, ça devient un peu n'importe quoi. C'est-à-dire, si on veut de la difficulté dans le jeu, il faudrait presque s'interdire les snipers, quoi. Sinon, franchement, le jeu devient tout simplement du tir au pigeon. Vraiment du tir au pigeon. Quand je vous dis que le sniper est totalement abusé dans ce jeu, voilà un autre exemple. Là, le but, c'est de ne pas déclencher le mode alerte. Donc là, vous pouvez voir que je suis en train de one-shoot tous les frogs qui sont devant moi. Ils étaient 4 ou 5. Donc, ils voient tous qui sont en train de se faire zigouiller les uns après les autres, mais aucun ne va déclencher le mode alerte. C'est-à-dire que dans le jeu, à partir du moment où on est à quelque chose comme 20-25 mètres d'un ennemi, il ne déclenchera pas le mode alerte. Il faut être proche de l'ennemi pour ça. Voilà, c'est l'IA, il faut accepter de jouer le jeu avec cette IA. Alors juste avant de voir un peu plus en détail les différents chapitres du jeu, c'est quand même le plus important, juste un petit mot sur les cinématiques bien sûr de ce MGS4. Donc les cutscenes, encore une fois réalisées 99% du temps avec le moteur du jeu, en temps réel. Non mais c'est vraiment très impressionnant à regarder. Une telle maîtrise au niveau de la mise en scène, au niveau de l'émotion, de l'intensité de certains passages. C'est vraiment du grand spectacle que nous propose ce MGS4. Et d'ailleurs les développeurs ne se font pas prier
pour nous démontrer à chaque instant qu'on est bien en temps réel. Là par exemple avec cette cutscene, il suffit d'appuyer sur L1 pour voir à travers les yeux de Snake. Donc tout ça, ça prouve bien que c'est bien le moteur du jeu, c'est bien en temps réel. Dire autre chose, vous allez voir, regardez en haut à droite, vous allez voir le bouton X de la manette s'afficher et quand on appuie dessus, Snake se remémore des flashbacks des précédents opus de MGS. Voilà, tout ça, ça renforce le côté immersion du jeu. Ceci dit, tout n'est pas rose non plus au sujet des cutscenes. Certes, elles sont magnifiques. Certes, les transitions entre cinématique et phase de jeu réelle se font de manière totalement transparente. C'est-à-dire c'est vachement bien foutu ça. Mais il y en a quand même un bon paquet dont on se serait allègrement passé de ces cinématiques. Notamment ce que vous voyez actuellement. Donc les briefings. Les fameux briefings que l'on doit se taper au début de chaque nouvel acte. Ça dure longtemps, très longtemps. Les conversations sont souvent inutiles et ennuyeuses. Il y en a à chaque fois pour 30 minutes, 40 minutes. Non mais ça c'est hallucinant. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fumé chez Konami quand ils ont fait ça. Je vais vous dire, j'ai fini le jeu 2 fois. Et je peux vous dire que lors de ma deuxième partie, j'ai zappé la plupart de ces dialogues. Voilà. Autant ça peut être sympa la première fois quand on est bien dans l'ambiance du jeu. Ambiance qui est d'ailleurs absolument monumentale. Mais ça, on y reviendra plus tard. Mais quand on se refait le jeu, les briefings deviennent juste insupportables. Et pas que les briefings d'ailleurs. Par exemple là, je me remémore d'autres scènes qui étaient tout aussi inutiles et gavantes que ces briefings. C'est quand même dommage pour un jeu de l'envergure de MGS4. Guns of the Patriots. Et s'il te plaît Snake, arrête de tousser. Vraiment, ça me fait trop mal au cœur. En cherchant bien, il y a tout de même quelque chose de sympathique durant ces phases de blabla interminables. Vous allez voir, c'est le fait de pouvoir diriger le robot de Otacon, le fameux MK2, partout dans l'avion. Oui, parce qu'on est dans un avion cargo, je vous l'avais pas dit. Je crois qu'il s'appelle le Nomad. C'est un peu le poste de commandement de l'équipe de Snake, Otacon et compagnie. Alors ça c'est marrant parce que ça m'a vraiment fait penser à ces vieux feuilletons américains du genre K2000, Supercopter ou Mission Impossible surtout. C'est-à-dire à chaque fois une équipe composée seulement de quelques personnes et qui vont aller sauver le monde bien évidemment. Voilà, les briefings de MGS4 m'ont tout de suite fait penser à ces vieux feuilletons. C'est vraiment marrant ça. Je trouve la comparaison assez bien trouvée. Et donc pour en revenir au robot de Otacon, tout en visitant et en se baladant comme ça dans l'avion cargo, eh bien on pourra obtenir des items qui étaient cachés à l'origine. Par exemple, lors de ma deuxième partie, quand je me suis approché du corps de Raiden, tout d'un coup j'ai obtenu son face camo. Donc pour le visage en fait, le visage de Raiden. Alors j'imagine qu'il y a probablement d'autres items bonus comme ça à débloquer. J'en suis pas sûr vu que je n'ai pas le guide officiel de MGS4, je peux faire que des suppositions mais j'imagine qu'il y en a d'autres. En fait c'est toujours sympathique de pouvoir se balader comme ça, vous le voyez, on peut faire un petit peu ce qu'on veut durant les briefings, ça reste amusant, même si on s'en lasse tout de même assez vite. Alors l'un des aspects également qui m'a le plus surpris et étonné dans ce MGS4, c'est la diversité des environnements que Snake traversera durant le jeu. Ça tranche complètement avec les précédents épisodes où on était toujours cantonné un peu au même endroit. Cette fois-ci on verra du pays, Snake sera parachuté aux 4 coins du globe et c'est pas plus mal. De toute façon on va voir ça ensemble avec les différents chapitres du jeu. Donc la première apparition de Snake a lieu, comme tout le monde le sait, au Moyen-Orient. Ça sera l'occasion d'apprendre les bases du jeu. Vous voyez que dès le début, on fera la connaissance des fameux Geikos, des espèces de robots bipèdes qui appartiennent aux SMP bien sûr, et non pas aux rebelles qui tenteront eux de résister à leur assaut. Old Snake. Ils auraient quand même pu choisir un autre pseudonyme, je sais pas moi. En plus, il nous impose, il nous oblige à voir ce surnom à tout moment. D'ailleurs, là, vous le voyez, regardez à gauche en haut,
au-dessus de la barre de vie, Old Snake. C'est-à-dire que tout le temps dans le jeu, on verra toujours ce surnom de Old Snake. Il nous rappelle tout le temps que oui, on joue avec Grand-Père Snake, avec Papy Snake. Bon, c'est qu'un détail bien sûr, mais bon. Ah, moi j'aurais bien aimé qu'il tout simplement qu'il n'invente pas de nouveaux pseudos pour Snake, quoi. Qu'il garde Snake, Old Snake, ça veut rien dire. Alors ensuite, je vais très peu parler du scénario à proprement dit dans cette vidéo. La raison c'est que l'histoire est quand même vachement complexe, hein. On est en face du dernier chapitre de Metal Gear Solid. Toutes les réponses aux nombreuses questions vont être enfin révélées. Et moi je me sens pas capable de tout vous raconter, il faudrait que j'y passe la vidéo entière. Voilà, donc ça c'est pas possible. Ceci dit, je vais tout de même évoquer les grandes lignes de ce scénario absolument incroyable, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire, de cette saga qui est Metal Gear Solid. Donc là, Metal Gear Solid 4, il se passe 5 ans après les événements de MGS2. C'est la première chose à savoir. Grosso modo, c'est le colonel Roy Campbell et Otacon qui ont retrouvé la trace de l'ennemi juré de Snake, donc Liquid Snake ou Liquid Ocelot, hein. Maintenant je crois qu'on peut l'appeler comme ça. Et donc Snake, c'est pour cette raison que Snake se rend au Moyen-Orient dans le but de tuer Liquid Ocelot. Voilà, au début le scénario c'est ça, c'est pas plus compliqué. Les boîtes en carton, toujours là, mais regardez, petite nouveauté, les barils, les bidons que Snake arrive à planquer sous sa combinaison, il est très fort. Et là regardez, un autre clin d'œil énorme à MGS2, donc le coup des casiers. Il y en aura très peu, je crois que c'est les seuls casiers que j'ai pu voir dans le jeu, ça, dans l'acte 1 en tout cas. Mais même dans tout le jeu, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. C'est vraiment uniquement pour faire une référence à MGS2. Bon voilà, après je pense qu'on va pas s'attarder plus longtemps que ça sur l'acte 1. Bien sûr, je vous ai pas parlé de tout, je pourrais vous parler, je sais pas moi, de notre première rencontre avec Drebin, ou avec le groupe de Meryl, ou je pourrais étoffer un peu plus longuement le scénario. Mais bon, dans ce cas-là, la vidéo, elle va durer 3 heures, et c'est pas l'objectif. Donc voilà, je crois qu'on va se retrouver pour le prochain acte. C'est We've all been dead for 100 years. Give me a break. We know they exist today. If the purpose of this battlefield control system is to control IDs, it fits in. Alors le deuxième environnement jouable se situe en Amérique du Sud. On débutera la mission à l'aube et on verra le soleil se lever progressivement et illuminer les différentes zones du jeu au fur et à mesure. C'est très bien fait, vous le voyez, c'est très joli. De toute façon, tout ce chapitre est vraiment magnifique au niveau visuel. C'est la plus belle zone du jeu, sans contestation possible. C'est un vrai plaisir pour les yeux, mais aussi pour les oreilles, puisque je rappelle que le jeu est en 5.1, et pour l'avoir pratiqué moi-même avec mon installation, je peux vous dire que le résultat est terrible. Absolument terrible, voire bluffant, vraiment. Là, on a du 5.1 réel. Comment dire, on le sent à l'écoute. Voilà. Non, je dis ça parce que des jeux qui étaient censés être en 5.1, j'en ai déjà fait tourner quelques-uns. Et parfois, c'était plus du stéréo qu'autre chose. Voilà, donc maintenant, je me méfie. Mais là, avec MGS4, c'est quelque chose d'assez grandiose. Voilà, donc c'est pour ça que je souligne ce point. L'ambiance sonore de ce jeu est totalement réussie, on s'y croirait. Juste un petit bémol concernant les musiques, par contre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de reprises issues des anciens MGS. Moi je trouve ça un peu facile de jouer la carte de la nostalgie à outrance comme ça, en reprenant les meilleurs thèmes des OST qui ont déjà fait leur preuve à l'époque de leur sortie sur PS1 puis sur PS2. Mais bon, ça reste un avis personnel, et puis il y a quand même quelques nouvelles pistes qui valent le détour, il faut le dire aussi, c'est pas non plus un néant absolu. Mais c'est vrai que le côté fanservice est également présent dans les musiques. D'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait penser que mon plus grand moment dans le jeu, en tout cas l'un de mes plus grands moments, en tout cas là où j'ai été le plus surpris, ça c'est sûr, mais également là où j'ai ressenti le plus d'émotion, et à mon avis, on ne doit pas être bien nombreux dans ce cas-là, eh bien c'est lors du générique de fin, voilà, pendant les crédits. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à ce moment-là, la première musique qu'on entend, c'est Here's to You.
la chanson Here's to You. Et là, si on m'avait dit ça, jamais je ne l'aurais cru, jamais. Il faut savoir que Here's to You, c'est une chanson créée par Ennio Morricone à l'époque. Mon compositeur préféré, entre parenthèses. Il est absolument phénoménal, il a fait des musiques de films absolument grandioses. Et chantée à l'époque par John Baez. Et donc il faut savoir que cette chanson a une histoire. Donc l'histoire de Sacco et Vanzetti, bien sûr, pour ceux qui connaissent, deux Italiens qui à l'époque avaient été condamnés à mort alors qu'ils étaient innocents et qui avaient finalement été exécutés, alors que tout le monde savait qu'ils étaient innocents. Et donc plus tard, je crois qu'il y a eu un film fait sur eux, mais il y a eu notamment cette chanson donc, de Ennio Morricone, Here's to You, qui est en fait un hymne, un hommage à Sacco et Vanzetti. Et donc Kojima a repris cette chanson pour clôturer sa saga de Metal Gear Solid. Et bien j'ai trouvé que c'était une idée de génie, carrément, voilà. Maintenant, peut-être que certains s'offusqueront de ça, parce que c'est vrai que Sacco et Vanzetti, c'était tout de même des personnages réels, alors que Snake est un personnage imaginaire, il y a quand même une grosse différence, c'est certain. Mais quand on écoute les paroles de la chanson, par exemple dans le refrain, on peut entendre « That agony is your triumph », donc cette agonie est votre triomphe. Enfin, toutes les paroles de la chanson peuvent être interprétées pour Snake, c'est surtout ça qu'il faut dire. Et puis de toute façon, la chanson est absolument magnifique. Moi je vais vous dire, à l'écoute de cette chanson, j'ai pleuré. Voilà, c'est la seule fois dans tout le jeu où j'ai pleuré, et ça doit être la deuxième ou la troisième fois, tout jeu vidéo confondu, je me suis mis à chialer devant la console comme un abruti. Mais vraiment, j'ai pleuré. Voilà. Il faut dire que cette chanson a une signification particulière pour moi aussi, donc ça aide. Mais de toute façon, je vous la mettrai. Je vous mettrai cette chanson à la fin de la vidéo. Vous verrez qu'à mon avis, vous l'avez probablement déjà entendue, parce que c'est tout de même une chanson assez connue. Mais il faut savoir qu'ils ont fait un remake, une reprise spécialement pour MGS4. Ce n'est plus John Baez qui chante, ce n'est plus la même version que Ennio Morricone, mais une toute nouvelle. Mais ils l'ont bien réussi. Franchement, elle est super. Je vous la mettrai à la fin, vous verrez. Pour moi, c'est un coup de maître de Hideo Kojima que d'avoir fait ça. Alors là, je vous montre quelques-unes des armes dispo dans le jeu. Encore une fois, une quantité phénoménale d'armes. Il n'y en a jamais eu autant avant dans la MGS. Donc là, vous avez vu juste avant que le Stinger était toujours dans la partie, le missile sol-air. Il y a également une tripotée de missiles anti-char. Là, vous voyez le fusil de chasse à canoncier. C'est des armes qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans la MGS. C'est plutôt des armes faites pour des jeux bourrins. Là, non, là, on a vraiment de tout. Là, vous le voyez, le Raygun de fortune, issu de MGS2. Ça nous servira surtout pour détruire les robots bipèdes, là, les fameux Geikos. Regardez là, des cocktails Molotov. Il y a vraiment de tout et de n'importe quoi. Des armes qu'on n'attendait pas du tout dans les MGS, je trouve. Là, franchement, des cocktails Molotov, quoi. Il y a également une quantité de grenades hallucinante. Par contre, regardez, le rendu du feu n'est pas très bien fait quand même. On pourra également se servir des bidons, des barils comme armes, avec Snake à l'intérieur qui les fait rouler. Mais encore une fois, l'intérêt est nul. Moi, je m'en suis jamais servi une seule fois dans le jeu. Bien sûr, c'est marrant. On le fait deux fois parce que c'est rigolo. Et regardez, et après Snake qui dégueule un bon coup, ça fait toujours rire. Mais c'est un petit peu ça que je reproche à MGS4, c'est que on a une multitude de possibilités au niveau du gameplay, mais on ne l'exploite pas. On se sert de 20% de cette richesse. Et je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Alors revenons quelques minutes sur le second chapitre, donc l'acte 2. Alors ici, la taille de la map est immense. À lui seul, l'acte 2 doit représenter quelque chose comme 50% de la superficie totale du jeu. Et je parle des phases jouables, bien sûr. Et donc ça montre bien que le jeu est totalement déséquilibré à ce niveau-là. C'est certainement voulu de la part de la team Kojima, mais une fois arrivé à la fin du jeu, je me suis quand même posé des questions. Est-ce que c'était voulu depuis le début ? Ou est-ce qu'ils ont été pressés par le temps et par Sony, puisque le jeu avait déjà été repoussé plusieurs fois? Eh bien on ne saura probablement jamais la réponse, comme d'hab j'ai envie de dire. Alors ensuite, je me suis dit qu'il fallait que je vous montre le côté je te sers tout sur un plateau. C'est-à-dire qu'on n'a pas à s'inquiéter dans le jeu. On saura toujours où il faut aller dans MGS4. Ce que vous voyez là, c'est la carte de la région. Et on y a accès à tout moment. Et vous voyez qu'il y a une ligne en pointillé rouge avec au bout
un point rouge clignotant, qui nous indique notre objectif. C'est là où Snake doit se rendre. Donc on saura toujours en appuyant sur Start et en regardant la map où on doit aller. On est vraiment pris par la main de façon assez grossière, j'ai trouvé. Et l'aspect recherche, qui était quand même bien présent dans tous les anciens MGS, a ici complètement disparu. Alors après, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? J'ai envie de dire, c'est l'évolution logique de tout jeu vidéo, surtout actuellement où les jeux vidéo sont de plus en plus faciles, faut bien le dire. Personnellement, ça m'a pas gêné plus que ça. Au moins comme ça, maintenant, c'est fini les allers-retours, ça, il n'y a plus. Les allers-retours, ça n'existe plus. Cette fois-ci, on sait qu'on ira d'un point A à un point B, puis d'un point B à un point C, et on sait toujours qu'on ne reviendra jamais à nos précédents points. Finalement, c'est pas plus mal. Comme ça, au moins, le jeu a un rythme d'enfer, et on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Vampire Eden se produiront au Stade de France prochainement. La chorégraphie est signée Kamel Wally. Le producteur Hideo Kojima vous souhaite un agréable spectacle. Could you be the one to finally finish me? Alors autre chose dont j'ai oublié de vous parler dans ma première vidéo sur le gameplay, c'est que Snake a une barre de psychisme, c'est-à-dire une barre de mental qui influe sur le stress de Snake. Et plus Snake va être stressé, plus le pourcentage sera augmenté, là vous le voyez, plus les gestes de la vie courante de Snake seront difficiles à exécuter. Là par exemple il a fait une petite roulade, vous voyez que en se relevant il s'est fait mal au dos quoi. Comme un papy, c'est Papy Snake. Ou alors quand on utilise un sniper comme là, vous voyez que le réticule de visée, il va bouger beaucoup plus que quand Snake n'est pas stressé. Le facteur principal qui influe sur notre stress, c'est surtout le soleil, j'ai remarqué. Surtout dans l'acte 2 où il y a un soleil de plomb. Dès qu'on reste genre 5 minutes au soleil, ça y est, notre stress augmente 50%, 60, 70, 80%. Et pour pallier à ça, là je vous le montre, il faut se mettre à l'ombre. Par exemple sous un camion, mais on n'est pas obligé, il y a beaucoup de coins d'ombre. Ou alors on pourra toujours se servir d'un médicament qu'on aura récolté au préalable dans le jeu. Là je vous montre un des passages originaux de l'acte 2, où il faudra retrouver Naomi. Donc vous voyez, il faudra se servir de la vision nocturne et suivre des traces de pas. Sauf que les traces de pas, c'est pas forcément facile, vu qu'il y en a partout. Il y a une dizaine de traces de pas qui vont partir de tous les côtés. J'ai dû mettre au moins 3/4 d'heure à retrouver Naomi là-dedans, mais j'avais trouvé ça assez funny. Donc c'est également dans l'acte 2 que l'on rencontrera le premier boss du jeu, Loathing Octopus, dont je vous ai déjà parlé précédemment. Donc il faudra quand même attendre pas mal de temps avant de pouvoir se friter contre le premier boss. Acte 1, il n'y en a pas, c'est juste vers la fin de l'acte 2 qu'il y aura le premier, quoi. Il faut savoir qu'en tout dans le jeu il y a 7 boss, hein. Ça veut dire que dans les 3 derniers actes, 3, 4, 5, on a 6 boss en tout. Mais de toute façon vous verrez qu'à partir de l'acte 3, le jeu change complètement de direction. Donc, Loathing Octopus, c'est un boss assez marrant à tuer, vous allez voir, parce que il va se servir de son environnement pour se camoufler dans le décor. On le verra prendre la forme de plusieurs objets aussi, comme par exemple le MK2 de Otacon, voire même prendre l'apparence d'humain grâce à son face camo. Oui, parce que Octopus, le nom Octopus provient de MGS1 bien sûr,
comme tout le monde le sait, et comme tous les autres noms, justement, des Beauty and the Beast, le groupe des boss. Decoy Octopus pour Loading Octopus, Vulcan Raven devient Raging Raven, Sniper Wolf se transforme en Crying Wolf, et enfin, comment il s'appelle le dernier déjà? J'ai oublié. Psycho Mantis, bien sûr, qui devient Screaming Mantis. Alors ça aurait pu être sympa, bien sûr, de se refaire ces vieux boss devenus cultes, mais franchement, à part leur nom, les similitudes entre eux sont pratiquement inexistantes. Bref, c'est encore un élément que je n'ai pas compris dans ce MGS4. Si encore il y avait eu des similitudes entre les anciens boss de MGS1 et les nouveaux, bon, là encore j'aurais compris de reprendre les noms, mais là on a l'impression qu'il n'y a vraiment que les noms et rien à côté. Sauf peut-être éventuellement, oui, pour Screaming Mantis, qui fait quand même un peu plus penser à Psycho Mantis, mais franchement c'est bien le seul. Bref, je me demande encore quelle était la réelle motivation des développeurs en reprenant tous ces anciens noms. Bon, probablement miser sur la nostalgie du joueur, parce que vraiment, à côté de ça, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre. Pour en finir avec ce deuxième acte, je vous montre la première phase en véhicule du jeu. Donc là, nous sommes à bord du tank mobile de Drebin. On ne peut pas le piloter soi-même, Snake est au-dessus du tank, vous le voyez, et on peut servir éventuellement de la mitrailleuse. Et donc il va falloir se frayer un passage entre les troupes ennemies et surtout les Geckos. Voilà, je vous laisse avec ces images et je vous retrouve pour le troisième acte. Yeah, baby! Oh shit! Got an FGS on our ass! The gate! Snake, shoot the gate! Something about that MGS! Get ready for some speed! Those Gecko will try to ram you. Don't let them get too close. Out of my way! I said moving! Hang on! It's gonna get bumpy! Up front! Here they come! Hold on tight! Almost there. You can do it. Don't fall off! C'est mère. Alors, le troisième acte du dernier volet des Metal Gear Solid est très étonnant.
vous allez voir, complètement différent des deux précédents. Donc cette fois-ci, direction l'Europe de l'Est. Vous remarquerez qu'on ne sait jamais où on se situe précisément. Dans l'acte 1, on est au Moyen-Orient, oui ok, mais où au Moyen-Orient, on ne le sait pas. Dans l'acte 2, Amérique du Sud, pareil, on ne sait pas du tout où on est, ni même la région. Hein. Et donc là, dans cet acte 3, Europe de l'Est, une fois de plus, on ne sait pas du tout où l'on se trouve précisément. J'imagine que c'est pour éviter de coller une étiquette à une ville ou à un endroit précis du monde réel. Donc on retrouve notre bon vieux Snake, et regardez, il est guéri, il est jeune maintenant. Non, bien sûr, comme il vient de le dire, c'est son face camo personnel. C'est une alternative pour ceux qui en auraient marre de jouer avec Old Snake. À partir de là, il suffit de passer par le menu pour changer de visage très facilement et à volonté. Alors, comme je vous le disais, l'acte 3 et les suivants d'ailleurs changent complètement la donne. Oubliez le gameplay des deux premiers actes, oubliez le ratio cinématique phase jouable qui était jusque-là de l'ordre de 50-50 environ. À partir de maintenant, il faudra plutôt compter sur du 70% de cinématique pour 30% de phase jouable. C'est un choix, le choix de la team Kojima. Moi je le respecte. Maintenant, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est le fait que si les deux premiers actes du jeu sont parfaitement accessibles au grand public, et d'ailleurs le grand public y trouvera son compte, eh bien ce n'est plus du tout le cas à partir de l'acte 3 et ceux qui suivront, l'acte 4, l'acte 5. Parce qu'à partir de là, non seulement, je vous l'ai dit, les cinématiques seront 2 fois plus nombreuses, mais également la quantité d'informations qu'on va nous fournir sera hallucinante. Donc pour s'y retrouver quand on ne connaît rien à la série, ça devient très compliqué. Voilà, c'est à partir de l'acte 3 que Kojima a décidé de répondre aux nombreuses questions qui jusqu'à présent demandaient des réponses. Ici Londres. Voici notre 8e bulletin d'information. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Demain, la mélasse deviendra du cognac. Demain, la mélasse deviendra du cognac. Jean a de longues moustaches. Je répète, Jean a de longues moustaches. Petit extrait du film Le jour le plus long, bien sûr. Tout ça pour essayer de faire transparaître toute cette ambiance, cette atmosphère vraiment très spéciale de ce passage si particulier. On se croirait en 1945, avec le couvre-feu, avec la résistance, avec les gardes qui patrouillent dans les ruelles. J'ai bien aimé, même si c'est pas non plus une baffe graphique. Et les textures sont quand même assez pauvres, mais l'esthétisme du niveau est tout simplement magnifique, avec un petit effet de brouillard bien sympa. Alors l'objectif de Snake va être de trouver puis de suivre un résistant sans se faire voir, bien entendu. Et lors de cette filature, on devra dégommer les patrouilles de SMP comme là, histoire que le résistant puisse continuer son chemin. C'est un peu long, c'est pas très difficile et l'IA malheureusement montre une fois de plus ses limites. Après ça, on aura une nouvelle phase en véhicule, en moto cette fois, vraiment excellent au niveau du rythme et de la réalisation. Ça fait forcément penser à un passage similaire qui était dans MGS3 évidemment. Je vous ai fait un petit montage avec plusieurs extraits de cette course-poursuite. On se retrouve juste après.
Flow freely! Anger begets anger! Come on! Show me your rage! Je sais pas pourquoi, mais il a l'air plutôt énervé, lui. Donc, Raging Raven, deuxième boss du jeu, et surtout déjà dernière phase jouable de l'acte 3. Donc quand je vous disais que c'était très court, c'était pas des conneries, hein. Si on zappe les cinématiques, l'acte 3 doit pouvoir se finir en moins d'1 heure. Donc c'est quand même spécial, on va dire, voilà. Alors le boss en lui-même, oh, plutôt bourrinos, franchement plutôt du bourrinos avec Raging Raven, hein. Pas trop de stratégie, enfin moi en tout cas je l'ai battu sans vraiment avoir de stratégie particulière. Faut savoir qu'à la fin de cet acte, on a droit à l'une des plus belles cinématiques du jeu, carrément. Mise en scène cinématographique, rythme très soutenu. Donc il s'agit bien sûr de Liquid Ocelot qui prend le contrôle du système Son of the Patriot et qui le rebaptise Guns of the Patriots. On va en regarder un très court extrait avant de passer au très nostalgique acte 4. Shadow Moses. Ouais, Shadow Moses. Si on m'avait dit qu'on retournerait 10 ans plus tard, parce que le premier MGS est sorti en 98, donc 10 ans plus tard sur MGS4, qu'on retournerait à l'endroit où se passait le premier MGS à Shadow Moses, qui aurait cru ça? Pas moi en tout cas. Donc beaucoup de nostalgie dans ce 4e chapitre, vous l'avez compris bien évidemment, puisqu'on va pouvoir revisiter la base, l'installation de Shadow Moses, voir ce qu'elle est devenue 10 ans après le premier passage de Snake. Non mais ça fait quelque chose quand même de revivre ce moment, il faut pas se le cacher. Un cadeau de Kojima pour les fans de la première heure de Metal Gear Solid, je crois qu'on peut le dire. D'ailleurs, il suffit de voir ce flashback pour s'en convaincre. On aura l'occasion de rejouer un bref instant au premier MGS, c'est-à-dire toute l'arrivée de Snake devant l'héliport de Shadow Moses. Mais c'est quelque chose quand même, c'est culte quoi. Si c'est pas de la pure nostalgie, ça, je m'y connais pas. Huh? Whose footprints are these? Alors bien sûr, les développeurs n'ont pas tout refait non plus, hein. Ils n'allaient pas s'emmerder à remodéliser façon next-gen le jeu original dans son intégralité. Mais quand même, il y en a une bonne partie. C'est satisfaisant, on va dire. Par exemple, ils ont refait l'héliport, bien sûr, mais aussi plusieurs hangars, plusieurs entrepôts, le bureau de Otakon, là où se passait le fight culte contre Grey Fox, le fameux couloir électrifié qui nous demandait d'un MGS1 de piloter un missile Nikita jusqu'au transformateur, et bien il est toujours là, sauf que cette fois-ci l'électricité a été remplacée par un Geikos. Il faudra trouver le moyen d'en venir à bout. Il y a aussi le champ de mine, le champ de neige, on s'en souvient tous, là où on avait combattu Sniper Wolf. Cette fois-ci il faudra en découdre avec Crying Wolf, que je ne vous montrerai pas, choix personnel. Je vais pas non plus tout vous dévoiler du jeu, mais ce que je peux vous dire c'est que Crying Wolf est pour ma part l'un des boss les plus réussis du jeu. Alors ces petites bouboules, eh bien ce sont les nouveaux occupants de Shadow Moses.
On rencontrera très peu de SMP classiques humains, ce qui est logique, vu que l'endroit est désert depuis plusieurs années. Mais donc ces petites boules, plutôt chiantes dans leur genre, puisqu'il suffit de couper leur faisceau laser pour que l'alerte soit donnée. Et dans ce cas, on est dans la merde, c'est moins qu'on puisse dire. Parce que, vous allez voir, des dizaines d'autres petits ennemis du même genre, donc encore des petites boulettes, vont arriver de n'importe où, vont s'accrocher à nous, vont nous électrocuter, et ça deviendra très très difficile de pouvoir se déplacer. Dans ce cas-là, il ne restera plus qu'une seule solution, le suicide. What happened? Snake? Snake! Alors là, je vous montre un petit extrait du combat Snake vs Vamp, que l'on pourra voir à la fin de l'acte 4, même s'il se passe encore beaucoup de choses après, mais ça vous verrez. Donc Vamp qui a été prendre des cours chez Tigrou. Maintenant il maîtrise parfaitement la Kangourou's Attack. Attention, il rigole pas. Non, je plaisante bien sûr, mais ceci dit, pour l'éliminer définitivement, j'ai dû regarder sur internet, parce que j'y arrivais pas. Ben oui, je sais, j'ai honte, c'est honteux, je l'avoue, mais j'en avais vraiment marre qu'il se régénère à chaque fois l'animal. La deuxième phase du combat avec Vamp est un peu plus originale, vous allez voir, avec Raiden qui refait son apparition, tel Copperfield qui fera apparaître un avion. Donc l'écran va se scinder en deux. Nous, on contrôlera Snake bien évidemment sur l'écran de gauche, pendant que Raiden et Vamp célébreront leur retrouvaille sur celui de droite. C'est une bonne idée, mais on doit tellement être attentif sur l'écran de Snake qu'on n'a pas vraiment le temps de regarder ce qui se passe à droite. Donc là on doit se servir du Raygun pour détruire tous les Geikos avant leur autodestruction. C'est pas bien compliqué, je vous en laisse un petit extrait. Attention, méga spoilé, à partir de maintenant ça va spoiler sévère, je vous préviens. Ceci dit, je ne mettrai pas non plus la fin du jeu. Alors là, on va regarder une séquence émotion, une des plus grandes du jeu. Il faut dire que Kojima a réutilisé l'un des meilleurs thèmes du premier MGS, qu'on pouvait par exemple entendre lors de la mort de Sniper Wolf. Là, il nous en a fait un beau remix à la sauce orchestrale, vraiment très joli. Et j'ai envie de dire forcément avec cette musique, n'importe quelle scène voit son côté dramatique, toute son intensité décuplée. Là en l'occurrence avec la mort de Naomi Hunter. Naomi, why? You have such beautiful eyes. I'm sorry for everything. Naomi.
Alors attention, car arrive là l'un des plus grands moments de toute la saga de MGS. Rien que ça. Déjà, on est à bord du Metal Gear Rex, comme vous le voyez. Rien que ça, c'est énormissime. Et donc la suite va se dérouler en 2 phases. Première phase, on doit s'échapper de la base en pilotant Rex. C'est quand même quelque chose. C'est juste un rêve qui devient réalité. Et deuxième phase, là, les mots me manquent pour en parler. C'est juste l'un des 2 meilleurs passages du jeu pour moi. Culte, tout simplement. fates were born, and where yours ends, Snake.
Wide open right after you dodge. Keep dodging them and wait for your chance to counterattack. It stopped moving! Quick! Get close to it! Incoming! Where's Liquid? Snake! Fox. Think again. Ah là là, quel blagueur cet Ocelot quand même. Sorry, but that won't work this time. C'est Alors, le 5e et dernier chapitre se passe exclusivement sur le Outer Heaven. C'est pas ce que vous voyez là. Ce que vous voyez là, c'est l'USS Missouri, si je ne fais pas d'erreur. Donc, le Outer Heaven, une sorte de méga gros sous-marin de la mort qui tue tout, qui servait de base aux Patriotes avant que Liquid Ocelot n'en prenne possession. C'est pas gentil ça. Alors là, on sent que la fin est proche. Il y aura très peu de phases jouables dans ce dernier acte. Donc beaucoup de cutscenes, forcément. Et je me rends compte que malgré cette heure de vidéo, je n'ai toujours pas donné mon avis personnel sur MGS4. Guns of the Patriots.
Alors avant de le donner, j'explique juste ce que l'on voit à l'écran. Donc Snake est à bord du Outer Heaven et il va devoir rejoindre l'autre côté, l'opposé de la passerelle. Et pour ça, on va devoir se frayer un chemin sans déclencher l'alarme. C'est le plus important si on veut pouvoir arriver à la porte en toute sécurité à la ferme. Alors moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce passage d'infiltration, on peut dire pour une fois. Malheureusement trop court. Beaucoup trop court. Non seulement il s'agit là du dernier moment du jeu où l'on pourra véritablement exploiter le gameplay, mais en plus, une fois qu'on connaît l'emplacement des gardes, le niveau perd tout son intérêt. Je trouve ça vraiment dommage. Il aurait fallu faire ce niveau 5 fois plus grand au moins, j'ai l'impression. Avec, pourquoi pas, la possibilité de pouvoir rentrer dans les bâtiments, dans les cabines. Là, ça aurait été génial. Là, on aurait eu tout un choix de possibilités. Tandis que là, mis à part les échelles, l'interaction avec l'environnement est nulle. J'ai vraiment eu l'impression que les développeurs ont été pressés par le temps et qu'ils nous ont pondu certaines phases jouables comme celle-là, presque par obligation. Ce que je veux dire, c'est que là, on est à 1000 lieues des 2 premiers actes. Ça n'a plus rien à voir, c'est le jour et la nuit. Autant le replay value, c'est-à-dire la rejouabilité des actes 1, 2 est très importante et intéressante, autant les actes suivants ont beaucoup plus de mal à convaincre à ce niveau-là. C'est un problème ça quand même, c'est pas rien. On peut pas l'occulter ça. Moi je trouve que c'est un véritable problème du jeu. Voilà, trop de déséquilibre. Enfin, ceci dit, heureusement l'ambiance est toujours aussi extraordinaire, avec un Snake plus charismatique que jamais, et certaines cutscenes sont à tomber par terre. Vraiment, parmi les plus fortes émotionnellement de toute la série dans cet acte. Bon, eh bien, je crois bien qu'il est temps que j'évoque ma pensée profonde sur ce jeu hors du commun qu'est Metal Gear Solid 4, une exclusivité PlayStation 3. Alors que dire. Je suis bien embêté. Hein. Pour tout vous dire, j'avais préparé une fiche avec tous les points qu'il me semblait important d'aborder. Cette fiche, je l'ai dans les mains là, mais plus je réfléchis, et plus je me rends compte que mon avis n'a aucune importance finalement. Parce qu'à mon sens, MGS4 est une œuvre très personnelle. Peut-être le jeu le plus personnel qu'il m'ait été donné de voir. Alors après, évidemment que j'ai mon opinion. Hein. J'ai un avis qui est d'ailleurs bien tranché. Mais je crois que je n'en dirai pas plus. Je vais même pas vous dire si j'ai apprécié le jeu ou pas. Parce que ça ne servirait à rien. Aucun intérêt. Certains considéreront MGS4 comme le best game ever, d'autres comme une trahison à la série, et on ne pourra blâmer personne, parce que Kojima a décidé de faire de son MGS4, contrairement aux 3 précédents épisodes, j'ai envie de dire, un ovni. Et de ce fait, il devient impossible d'avoir un avis général, populaire, sur ce jeu qui conclut la saga des Metal Gear Solid. Si j'ai un conseil à donner, c'est de croquer ce final à pleines dents sans se soucier du reste. Après, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut considérer MGS4 non pas comme un jeu à part entière, mais bien comme la dernière pièce du puzzle. Un puzzle qui a maintenant vu le jour il y a 20 ans et qui prend fin aujourd'hui. It has been a long time, Snake. Psycho Mantis. No, that was another me. Can you hear the screams? They cry for battle. Let me hear you scream! Howl! Roar! From the very depths of your soul! Ouais, vraiment excellent ce remix du thème de Psycho Mantis. Beaucoup de nostalgie et de clin d'œil au premier MGS avec ce fight contre le chef des boss.
Screaming Mantis. Donc bref, vous l'avez compris, je ne vous dirai pas ce que je pense du meilleur jeu de la PS3. Je ne vous dirai pas que j'ai savouré chaque instant de ce MGS4, comme on peut savourer un bon vieux pot de Nutella. Je ne vous dirai pas que la mise en scène magistrale des cutscenes est malheureusement trop souvent entachée par une narration nanardeuse, ridicule, à la limite d'une parodie d'un vieux sitcom américain, accumulant les clichés tout autant que les blagues carambars. Non, je ne dirai rien de tout cela. Et je ne parlerai pas non plus du happy end final qui n'épargnera décidément personne, du mariage Meryl-Akiba en passant par l'épanouissement de Sunny, suivi d'un Raiden papa pour en finir avec les explications interminables d'un Big Boss ressuscité qui au passage a embarqué Zero à la maison de retraite d'à côté. Non, je ne dirai rien au sujet de cette fin lamentable où Kojima a décidé de trahir son héros et par là même de nous trahir. Snake est mort. Vive Snake. Voilà, je crois que je vais en rester là pour les commentaires. Ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble. À l'origine, je voulais que cette vidéo ne dépasse pas les 20-22 minutes. Je vous assure, c'est vrai. Mais je me suis vite rendu compte que ça allait être impossible. Je me suis engagé dans une voie, dans une optique que je n'aurais pas dû prendre. Si c'était à refaire, franchement, je le referai pas. Voilà. Peut-être éventuellement pour des gros jeux comme FF7 ou Ocarina of Time ou des trucs comme ça. Et encore, je suis pas sûr. Parce que vraiment, j'ai mis un temps inimaginable pour faire cette vidéo. Avec des bugs en tout genre sur mon logiciel de montage. Studio 10 pour ne pas le nommer. Studio 10 n'aime pas trop quand on dépasse les 35-40 minutes de montage intensif. Il souffre beaucoup. Son utilisateur aussi. J'ai failli abandonner plus d'une fois pour cause de perte de données entre autres. Enfin bref, le montage touche à sa fin. Enfin. Et je vous avoue que je suis soulagé et fier d'avoir tenu jusqu'au bout. Je précise juste que j'ai capturé moi-même bien sûr toutes les séquences de la vidéo et bien évidemment les commentaires sont entièrement de mon propre chef. Donc pour conclure, je vais vous laisser avec quelques séquences émotions du jeu puisque c'est le gros point fort de MGS4 pour moi, hein, des cutscenes qui parfois ont une intensité rarement atteinte dans le jeu vidéo, voire jamais. Donc tout d'abord avec la fin du combat contre Screaming Mantis. Oui, une grosse surprise va faire son apparition. J'en dis pas plus, mais j'ai quand même été bien frustré qu'on ne puisse pas combattre avec lui. Ça aurait été LE fight du jeu dans ce cas. C'est dommage. Ensuite, je vais laisser la séquence où Snake traverse le couloir rempli de micro-ondes avec le magnifique Love Theme enfant sonore. Un passage très bien réalisé. Avec, comme pour le fight Raiden Vamp, un écran scindé en deux, vous verrez. J'ai juste trouvé un peu limite que pour la maniabilité de cette scène, les développeurs fassent le choix d'un vieux track and field qui date de 20 ans. Quoi. Ceux qui ont fait le jeu comprendront de quoi je veux parler. Peut mieux faire donc. Et enfin, dernière séquence que j'ai décidé d'inclure dans la vidéo, c'est bien évidemment le combat mythique Snake vs Ocelot. Oui, parce que maintenant, on sait que Ocelot est toujours resté lui-même. Ocelot, même dans MGS2. J'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux, mais bien sûr, ça reste plausible, ça reste cohérent, comme toutes les autres explications de MGS4. C'est juste que parfois, on sent bien que Kojima a essayé tant bien que mal de se raccrocher aux branches. Parce que franchement, dans MGS2, on voit très clairement que Liquid prend le contrôle de Ocelot, et pas le contraire. Voilà, bref, je suis pas sûr que Kojima avait lui-même les réponses à toutes ces questions au moment du développement de MGS2. Quoi qu'il en soit, ce combat final est absolument énormissime, digne des plus grandes scènes du cinéma hollywoodien, même si la phase de gameplay, que je ne vous montrerai pas ici, est encore moins jouable que celle du premier Tekken. Hein. Mais on s'en fout complètement. L'émotion et l'intensité de cette scène dépassent tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Déjà culte.
Et à la fin de la vidéo, la chanson Here's to You dont je vous ai parlé précédemment. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Moi en tout cas je suis à moitié mort. Et je vous dis à la prochaine. Excellent, Snake. Psycho Mantis. You don't seem to believe your own eyes. Very well. I will show you the power of the world's greatest mind reader and psychokinesis. I'll start by reading your personality. Your past. That's right. This is no trick. It's true power. What? Where is your data? Where is it saved? There's no memory card. Damn. Your skills have improved. Or rather, your hardware. How about this, then? Witness my psychokinesis. Put your controller on the floor. Put it down as flat as you can. That's good. Now, I will move your controller by the power of my will alone. No vibration either? No more massages for you then. The spirit of the warrior will always be with you. Snake, that place is saturated with microwaves. The longer you stay in there, the greater damage you'll take. Get through there as quickly as possible. Are you alright? Don't give up on me, Snake!
So this is GW. Not yet free. The war is over. But we still have a score to settle. You've got, Snake!
Here